Je vais commencer par une présentation donc, de Rosanne Le Breton qui va intervenir bientôt. Elle est architecte de formation. Son intérêt pour le médium vidéoludique s'est développé lors de la rédaction d'un mémoire de recherche dans sa formation de postmaster au labo GERPO à l'ANSA Paris-La Villette. Elle fait pour le moment une thèse en architecture à Lille, sous la codirection de Catherine Groux et de Björn Olaf de Zoo. Et cette thèse porte sur les liens de l'architecture et du jeu vidéo via la question de l'expérience architecturale et de ses transformations par le médium vidéoludique. Elle va nous proposer une intervention intitulée Marcher, jouer, créer, la marche comme interprétation de l'espace vidéoludique. Et je te laisse la parole. Alors, donc, merci beaucoup. Merci aux organisateurs de ce colloque, malgré la situation actuelle d'avoir organisé tout le déroulé de ce colloque. Merci d'avoir accepté ma proposition de communication. Et je remercie bien évidemment tous les intervenants de ces deux journées qui nous ont proposé de nombreuses matières à réflexion. Donc pour cette communication, je me suis moi aussi pliée finalement au jeu de l'herméneutique qui s'est révélé assez féconde pour ce que je cherche à développer dans ma thèse, c'est-à-dire une pensée de l'expérience architecturale. Donc dans cette communication, il s'agira d'interroger l'herméneutique du jeu vidéo sous un angle un peu différent, puisqu'il s'agit d'une herméneutique de l'espace et plus particulièrement d'une herméneutique de l'architecture vidéoludique. Donc cela nous permet de comprendre les possibilités et implications d'une expérience architecturale dans le jeu vidéo, et donc une manière à la fois de comprendre comment le joueur ou la joueuse peut faire sens de l'espace et de l'architecture à travers son médium, mais également d'établir donc pour la recherche, une posture de recherche et d'analyse. Donc la pertinence d'une approche spatiale du jeu vidéo n'est plus à démontrer, puisque la question de l'espace dans le jeu vidéo est en effet considérée depuis la fin des années 90 comme l'une des clés de compréhension de ce médium. Stéphane Gunzel propose notamment de parler d'un tournant spatial dans les études vidéoludiques. Donc, ce n'est pas l'objet de cette communication de présenter l'intégralité, en tout cas de résumer la pluralité de ces approches. Il s'agira simplement de préciser que nous travaillons plus particulièrement sur l'espace à l'image de jeux vidéo et la possibilité donc d'expérience architecturale dans cette image vidéoludique. Une des conceptions les plus répandues de l'espace à l'image du vidéo est celle de Lev Manovich. Il s'agit d'espaces navigables, c'est-à-dire des espaces dans lesquels il est possible de se déplacer. Cela fait donc des images vidéoludiques, des espaces-images, qui ne sont plus donc des images qui tentent de donner l'illusion d'un espace, mais qui sont directement et avant tout des espaces. Donc, dans un premier temps, nous montrerons les rapports d'une certaine philosophie herméneutique à l'architecture, avant de nous pencher sur ses possibles applications au médium vidéoludique. En effet, pourquoi penser l'architecture à partir d'une herméneutique ? Si au départ l'herméneutique vise l'interprétation des textes, de nombreux philosophes ont par la suite élargi son champ d'application, notamment en s'intéressant à la question des arts. L'architecture est ainsi évoquée à travers cette question des arts, mais plus particulièrement, les philosophes semblent accorder à l'architecture une place particulière dans la pensée herméneutique. C'est le cas, par exemple, de Paul Ricoeur, qui participe en 1996 à un groupe de réflexion des architectes et dont la conférence sera publiée 2 ans plus tard sous le titre « Architecture et narrativité ». Dans ce texte, il tisse un parallèle très étroit entre le récit et l'architecture, proposant que l'architecture serait à l'espace ce que le récit est au temps, à savoir une opération configurante. Mais l'architecture est également, peut également constituer une clé de lecture de la pensée d'Hans-Georg Gadamer, puisque dans Place, Space and Hermeneutics, un ouvrage collectif qui déploie les différentes ramifications des liens entre l'espace et l'herméneutique,
Jean-Claude Jean propose une analyse de l'approche de l'architecture par Gadamer. Et finalement, Gadamer lui accorde une place assez importante, à la fois dans Vérité et méthode, mais aussi dans un autre texte qui s'intitule « De la lecture des édifices et des images », dans lequel il va notamment parler d'une expérience architecturale qu'il fait avec la cathédrale de St. Gallen en Suisse. Donc, selon Jean-Claude Jean, penser l'expérience esthétique et l'herméneutique de l'œuvre d'art à partir de l'architecture permet à Gadamer d'apporter à sa pensée une nouvelle dimension. Puisque l'architecture est fondamentalement dépendante de son contexte, qu'elle est pensée comme une solution à un lieu particulier et à un programme spécifique, il pense donc l'œuvre d'art comme toujours renvoyant au-delà d'elle-même, tout en gardant sa signification contenue en elle-même. Finalement, ce qui est important, c'est que Gadamer l'importance de l'expérience in situ de l'œuvre d'art, qui se comprend plus aisément si l'on prend en compte l'influence de la phénoménologie sur ces penseurs de l'herméneutique. Donc, puisque Gadamer a été un élève de Martin Heidegger. Donc, plus encore, l'importance accordée à l'architecture par Gadamer sous-entend la mise en avant du caractère éthique et politique dans le processus herméneutique, puisque l'architecture ne peut se défaire de ses implications politiques. L'édifice, en effet, est pris dans le monde, et c'est en ce sens qu'elle peut dire quelque chose de ce monde. Il y a à nouveau des liens avec la phénoménologie d'Heidegger, qui pense une herméneutique du soi, mais en tant que Dasein, c'est-à-dire en tant qu'être au monde, et donc fondamentalement pris dans le monde. Il y a donc ici des liens avec la question de l'habité et du Barwan, mais que je ne vais pas développer ici. Par la suite, comment et pourquoi penser cette herméneutique développée par Gadamer en lien avec le jeu vidéo? Tout d'abord, l'expérience de l'œuvre d'art que l'on retrouve chez Gadamer est formulée à travers la notion de jeu. Le jeu qui est donc le mode d'être de l'œuvre en tant qu'elle est une représentation. La représentation s'entend plutôt dans le sens d'une interprétation théâtrale ou d'une performance. Il va parler ainsi d'un jeu esthétique qui se comprend comme un va-et-vient. Il parle notamment du jeu des vagues ou de la danse. Donc, c'est un jeu dans lequel un joueur ou une joueuse est pris avec une œuvre. Il y a un jouet en même temps qu'un être joué. En ce qui concerne le jeu vidéo, on comprend bien la difficulté qui se pose et que Carulati a également mis en avant, c'est-à-dire qu'il y a un caractère double, voire multiple de l'herméneutique. Donc, une herméneutique qui peut être phénoménologique, autant que plutôt dans un sens classique, dans le sens d'interprétation de texte, mais également, il met en avant cette dichotomie entre une interprétation ludique, donc c'est-à-dire une interprétation des mécanismes ludiques qui vont permettre la progression dans le jeu, et une interprétation qui nomme extra-ludique, esthétique, technique ou éthique. Donc, avec la pensée de Georg Gadamer, il semble qu'il faille plutôt mettre côte à côte cette idée d'une interprétation ludique avec donc l'interprétation des mécanismes ludiques, avec une interprétation herméneutique sous la forme d'un jeu esthétique, et la difficulté de l'herméneutique du jeu vidéo étant que ces deux formes de jeu ne se recoupent pas forcément. À partir de cela, comment peut-on penser une herméneutique de l'espace et de l'architecture vidéoludique? Puisqu'il faut prendre en compte les spécificités du médium vidéoludique, on peut appliquer effectivement directement une herméneutique de l'architecture aux jeux vidéo.
Il faut d'abord préciser que ce que nous développons ici s'adresse à une partie finalement réduite de la production vidéoludique pour répondre à l'une des questions ouvertes par Paul-Antoine Colombani en ouverture de ce colloque. Le corpus de jeu que nous traitons est constitué vis-à-vis de cette expérience, donc l'expérience architecturale, et donc comprend plus particulièrement des jeux dont les environnements sont en 3 dimensions et dont le point de vue le point de vue se fait à hauteur d'œil. On peut voir également la notion d'ancrage intradiégétique de Julie Delhouille, 2019. À partir de cela, nous proposons un processus herméneutique qui se décompose en 3 étapes. 3 étapes qui se produisent parfois de manière quasi simultanée, qui peuvent se décomposer ainsi. Donc, tout d'abord, il faut une interprétation de l'espace à l'image, puis une compréhension du lieu à travers les enjeux narratifs, et enfin, une interprétation de l'architecture vidéoludique à travers son rapport à l'habité. Nous n'allons pas insister sur la deuxième étape, puisqu'il semble qu'elle a déjà été évoquée de nombreuses fois, notamment à travers une interprétation plutôt liée à la narration. Donc la première étape de ce processus herméneutique est finalement celui de la reconnaissance d'un espace dans l'image vidéoludique, que nous avons pu déjà décrire dans une précédente communication. Le jeu vidéo place le joueur ou la joueuse dans une relation de manipulation avec son image, manipulation qui s'apparente à un geste ludique, le mouvement de la perspective, permettant ainsi une interprétation d'un espace dans une image. Il s'agit d'un processus herméneutique puisque l'espace n'est pas déjà donné, mais il demande une reconnaissance à la fois d'un avatar comme annexe corporelle, puis un espace comme ouverture à partir de ce nouveau corps. Donc, une spatialité qui est liée au corps. Par la suite, donc, si l'on veut comprendre la troisième étape, donc le processus d'interprétation de l'architecture vidéoludique, il faut finalement définir quel est le jeu esthétique possible à travers le jeu vidéo pour comprendre cette architecture. Et ce que nous voulons proposer est de s'intéresser à la question de la marche vidéoludique. La marche est un mode d'interprétation de l'architecture et du paysage privilégié depuis de nombreuses années, autant dans une tradition philosophique, poétique, anthropologique et politique. On la retrouve également chez les penseurs de l'herméneutique, puisque, comme nous le rappelle Jean-Claude Jean, Gadamer en fait mention lors du récit de son expérience architecturale de la cathédrale de Sainte-Hélène. Donc nous devons lire l'édifice, ce qui signifie non seulement l'observer, mais nous devons aussi aller là où il se trouve, marcher autour, y entrer jusqu'à ce que nous en venions à le construire. Donc le terme de construire à nouveau se rapporte au Baoan, qui se rapporte donc plutôt à l'idée d'habiter. Donc il compare ici donc, dans un parallèle entre l'acte de lecture et celui de la marche. Et donc, si l'acte de lecture correspond au moyen de faire l'interprétation du texte, l'acte de la marche est celui qui permet l'interprétation des édifices. La marche donc, constitue le vecteur du jeu esthétique avec l'architecture et le paysage. Si l'on s'intéresse à présent à la marche vidéoludique, celle-ci a été principalement étudiée vis-à-vis d'un genre de jeu vidéo, je pense que vous me voyez venir, il s'agit du Walking Simulator. Alors, le rapport à la marche dans les Walking Simulators a notamment été rapproché de la marche comme pratique esthétique.
il y a par exemple Chris Darby qui va faire un rapprochement direct entre les performances dans l'espace public, performances pédestres et les propositions vidéoludiques des walking simulators. Dans un autre registre, Mona Bosdog et Dinah Galloway ont quant à elles tenté de former une tension entre les deux en essayant de recréer l'expérience du jeu vidéo Dear Esther en une performance dans un environnement grandeur nature. Ensuite, voici quelques images qui comparent les deux performances. En tout cas, la performance et le jeu vidéo. Et c'est ensuite Rosa Carbo-Mascarell qui propose en 2016 de considérer les walking simulators comme la continuité des pratiques des situationnistes, psychogéographes, mais également des flâneurs et des poètes romantiques du XIXe siècle. La marche y serait donc moins simulée que symbolique. Toutefois, deux questions peuvent ensuite se poser. En effet, d'une part, si Rosa Carbo-Mascarell met particulièrement l'accent sur les potentialités littéraires et poétiques, la question se pose de son inscription donc, au sein du processus herméneutique et de sa capacité à interroger la dimension éthique et politique de l'architecture. D'autre part, si ces textes se concentrent particulièrement donc, sur le cas du Walking Simulator, comment adresser le reste de la production vidéoludique que nous avons décrit plus haut? En effet, Lev Manovich, dans The Language of New Media en 2001, discutait déjà de cette figure du flâneur vis-à-vis donc des deux jeux vidéo qui sont à l'écran, donc Doom et Myst. Il rejette finalement cette figure du flâneur au profit de celle de l'explorateur qui parcourt donc, les espaces vidéoludiques, une figure de l'explorateur qui est issue d'une mythologie américaine de découverte de nouveaux espaces et de conquête de nouveaux territoires. Donc, pour répondre à ces deux questions, il faut se pencher plus en avant sur le rapprochement entre marche vidéoludique et pratique esthétique de la marche. Nous avons pour cela proposé un rapprochement avec l'ouvrage de Thierry Davila qui s'intitule « Marcher créé » et qui est un ouvrage qui propose une réflexion sur la pratique de la marche comme pratique artistique dans une continuité, donc dans l'affiliation avec les situationnistes, les praticiens de la dérive et les artistes du land art. Il écrit ce qu'il nomme la cinéplastique. La cinéplastique est donc caractérisée par le mouvement comme réalisation plastique, c'est-à-dire le déplacement, la marche comme attitude et forme plastique. Il faut ici comprendre le préfixe ciné comme issu de la cinétique, donc qui a à voir avec le mouvement. Et donc on peut s'amuser à faire des liens et des rapprochements entre l'attitude de ces artistes et une attitude vidéoludique. Gabriel Orozco, par exemple, est décrit comme se livrant à des jeux dans lesquels donc, il est comparé à un détective menant une enquête occupé à scruter et à évaluer les débris de la ville. Il rejoint à nouveau une autre figure de Walter Benjamin, qui est celle du chiffonnier qui collecte et qui accumule ce qu'il rencontre sur son chemin. Dans Until You Find Another Schwalbe, il se laisse aller dans Berlin à la rencontre de situations à partir d'une règle précise, photographier une mobilette jaune. On retrouve ici cette figure du joueur ou de la joueuse qui collecte, qu'il s'agisse d'objets, d'armes, de photographies ou de fragments d'écrits. Dans Reenactment, Francis Alice réalise une performance au cours de laquelle il se promène dans les rues de Mexico, une arme chargée à la main. Interrompu bien évidemment violemment par une voiture de policiers 12 minutes plus tard, il choisit de faire reproduire la scène à l'identique avec ces mêmes policiers et en tire une vidéo qui se situe donc à la frontière entre le documentaire et la fiction. Sa démarche est décrite comme une manière de fictionner le réel, donc d'introduire des fables dans le mouvement de la ville afin de l'exposer.
Cette figure de joueur incarnée par Alice fait ici directement écho au FPS et notamment à la série des GTA, comme par exemple GTA 4 qui a déjà été évoqué par Olivier Mocco au début de ce colloque. Enfin, le groupe Stalker propose une déambulation dans les espaces de rebut de la ville, une ville résiduelle constituée d'espaces en déshérence. Les explorations de ces friches, donnant parfois lieu à des transgressions et à des franchissements de limites, évoquent autant les chemins détournés que peuvent parfois nous faire emprunter les jeux vidéo que les détournements cherchant les out of bounds des espaces vidéoludiques. Donc finalement, de ces rapprochements, on peut tirer plusieurs choses. Tout d'abord, le caractère vidéoludique de ces pratiques est révélé. Et en retour, elle dessine une posture, une attitude propre à interroger le rapport contemporain au déplacement, à l'espace et à l'architecture. Donc, si celles-ci ne sont pas à prendre au pied de la lettre, elles nous invitent à nous rendre compte de nos mouvements effectués dans l'image vidéoludique et à une interprétation de l'espace qui se comprend à la fois comme une représentation, donc comme un jeu esthétique, et comme une forme de création. La marche comme jeu esthétique s'exprime finalement à travers un geste interprétatif, aussi appelé un geste sans alphabet, comme proposé par Thierry Davila. Donc le geste est d'abord la question de la manifestation du mouvement, de l'apparition d'un déplacement qui peut donner lieu à un signe, à un signifiant, mais celui-ci sera de toute façon flottant, il sera un jeu de la forme plastique, qui est elle-même une procédure faisant jouer, déplaçant les repères orthodoxes du sens. À partir de cela, si l'on comprend donc la marche vidéoludique en termes de jeu esthétique, on peut la diviser en deux formes différentes. Ces deux formes sont à penser donc comme des postures qui ne sont pas des catégories cloisonnées, mais qui peuvent intervenir à différents moments au cours du processus herméneutique. Ces deux postures interviennent lorsqu'il y a coïncidence ou non-coïncidence entre l'interprétation ludique, l'interprétation des mécanismes ludiques et l'interprétation comme jeu esthétique, comme représentation. Dans le cas où... est-ce que ça va marcher ? Si ça ne marche pas très bien, enfin, si c'est lent, ça ne fera que renforcer le propos. Donc, dans un premier cas, lorsque ces deux jeux, finalement, ne coïncident pas, le jeu vidéo, la pratique le processus herméneutique d'interprétation de l'architecture vidéoludique incite à un détournement qu'on peut rapprocher à nouveau de la dérive situationniste et dont la pratique du slow run en est un exemple. Donc la pratique du slow run est décrite par Esteban Giner comme un acte performatif visant à atteindre les objectifs fixés par le game design de la manière la plus lente possible. Et vous voyez ici une vidéo, une performance du vidéaste Damastes sur le jeu Zelda Breath of the Wild. Donc le ralentissement est privilégié par les flâneurs et les artistes de la marche en tant qu'il permet de s'opposer à une accélération généralisée, notamment au sein de la ville, mais également à une logique de rentabilité, ce qui s'applique tout particulièrement bien aux jeux vidéo. Dans un autre registre, la performance du collectif d'artistes Total Refusal est également représentative de ces possibilités de détournement. Donc cette performance intitulée Operation Jane Walk, réalisée en 2017, est une visite guidée de la ville représentée dans le jeu FPS en ligne Tom Clancy's The Division, en évitant au maximum les combats. Il s'inspire également directement des situationnistes et se propose de pacifier les espaces vidéoludiques à travers leurs performances. Il les présente notamment comme des antidotes, donc je cite, des antidotes idéologiques
qui présente les jeux vidéo contemporains comme des aires de jeu pour une pratique de la désobéissance. Dans le deuxième cas, lorsque jeu esthétique et interprétation des mécanismes ludiques coïncident, nous nous trouvons plus directement devant une forme de restitution ou en tout cas de retranscription d'expérience. C'est le cas donc où la marche comme esthétique est l'intention première du jeu vidéo, ce que l'on va retrouver dans les walking simulators, mais pas que. Donc, dans ces cas, ces jeux n'amènent pas vers le détournement, mais semblent plutôt traduire ou vouloir transmettre une certaine expérience architecturale ou paysagère. Et si on se penche à nouveau sur les pratiques de la cinéplastique telles que décrites précédemment, et notamment les situationnistes et les marches de Stoker, on remarque qu'il y a une difficulté à témoigner de ces performances, de ces marches. Elles sont témoignées par des cartes ou des photographies, mais ils décrivent la manière dont ils se heurtent à représenter ce qui est de l'ordre du vécu, de l'expérience. Le groupe Stoker, notamment, cherche, à travers des vidéos très longues, à faire triompher l'expérience du pur écoulement du temps et du pur déroulement de l'espace, l'expérience de la traversée seule. Si Davila défend une forme essentiellement cinématographique, il nous semble plutôt que ces performances et que ces marches amènent à une retranscription directement vidéoludique. Rapidement, donc un exemple dans cette idée de retranscription d'expérience, le jeu Promessa, qui est sorti en 2000. Il ne s'agit donc pas de voir cette marche comme une simulation, contrairement à ce que le terme Walking Simulator peut suggérer, ni comme la reproduction à l'identique d'un parcours architectural, puisque dans ce cas, le jeu vidéo n'aurait rien à apporter à l'expérience architecturale et se contenterait d'en être le parent pauvre, ainsi que d'affirmer les thèses benjaminiennes sur la perte de l'expérience. Mais le jeu vidéo a plutôt des potentialités lorsqu'il est capable d'utiliser donc son potentiel de jeu esthétique, donc de marche comme geste interprétatif, comme jeu esthétique, pour témoigner et rendre compte d'une expérience architecturale. Pour conclure, nous avons donc proposé un processus herméneutique se déroulant dans un premier temps, un processus lié au corps et à l'espace. L'extension corporelle que représente l'avatar doit être incorporée au mouvement, en même temps que l'espace-image est reconnu comme tel. Dans un second temps, donc, le processus tient à la compréhension du lieu dans lequel le joueur ou la joueuse se trouve, à travers la narration et l'identité du personnage joué. Et le troisième temps est celui de l'herméneutique de l'architecture ou du paysage, à travers une prise en compte du rapport à l'habité. La prise en compte de ce rapport peut être comprise à travers un détour par la question de la marche, une marche comme pratique esthétique, qui est mise à jour comme le vecteur privilégié d'un processus d'interprétation de l'architecture et du paysage vidéoludique. Un processus d'interprétation dans un sens à la fois poétique, éthique et politique. Donc, nous avons mis ensuite en évidence deux possibilités, le cas du détournement et le cas de la retranscription d'expérience. Le cas du détournement met également donc à jour les résistances à la marche, qui témoignent évidemment d'une prise de position sur l'espace et la ville, et donc montre finalement en négatif les expériences génériques proposées par le jeu vidéo. Cette question du détournement est également à mettre en avant, une manière de mettre en avant ce que l'on pourrait appeler un style de jeu de l'herméneute,
puisque celui-ci va devoir adopter une posture particulière vis-à-vis de ce qu'il souhaite analyser. La finalité de ce processus herméneutique est de mettre à jour le rapport à l'architecture comme rapport à l'habité, afin de le mettre en tension avec notre propre rapport contemporain à l'habité. Et l'herméneutique phénoménologique peut alors être considérée, sinon véritablement comme une méthode, mais plutôt comme une direction pour la recherche, on pourrait dire un horizon. Je vous remercie. Alors, j'ai peut-être une question à te poser. Je ne sais pas si c'est pertinent, hein. Je ne suis pas du tout un spécialiste du jeu vidéo. Par contre, la marche m'intéresse beaucoup. Récemment, j'ai travaillé sur Nietzsche, j'ai travaillé sur Thoreau. Il se fait que ce sont deux très grands marcheurs qui lisent justement ça dans leur philosophie à la question de l'interprétation. Et chez eux, la marche est en effet toujours liée à l'habité et d'une certaine façon, à la possibilité d'ouvrir toujours de nouveaux styles de vie. Alors, par rapport à ce que tu disais sur la retranscription de l'expérience et du détournement, qu'est-ce qu'on ferait pour toi de cas, j'ai un cas de marche très particulier en tête, c'est dans Inside, le jeu vidéo, je ne sais pas si je saurais très bien le décrire, je le décrirais sans doute en de très mauvais termes, mais c'est un jeu vidéo où tu es un enfant qui fouille dans une société un peu dystopique. Et il y a une scène où tu te retrouves à marcher avec des sortes de zombies, et tu es observé par des scientifiques, tu dois reproduire exactement le mouvement des zombies en train de marcher pour ne pas te faire choper. Est-ce que ça, ce serait une retranscription d'expérience? Mais si c'est une retranscription d'expérience, parce qu'on voit bien que le but, c'est de faire coller ton fonctionnement de joueur avec un mécanisme ludique, est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de potentialité de détournement critique là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un détournement quand même? Je ne sais pas si tu vois, j'arrivais pas à voir comment on pourrait mettre ces exemples-là. C'est un exemple qui m'intéresse beaucoup parce que la place du rythme dans le jeu, par ailleurs, est importante pour moi dans Inside. Donc voilà. Oui. Oui, je vois je crois voir en tout cas la scène dont tu parles. Alors effectivement, je pense que c'est assez intéressant. Après, je ne sais pas s'il y a véritablement des liens avec la question de l'espace et de l'architecture dans ce cas. Notamment parce qu'on est plutôt dans un jeu qui est avec une vue de côté, une vue presque 2D, bon, avec des effets de profondeur, mais qui n'est pas directement qui ne fait pas donc directement partie du corpus, mais c'est intéressant parce que ça questionne aussi la pertinence peut-être du corpus. Donc voilà, donc on peut peut-être effectivement tirer des conclusions de l'étude de cette marche. Après, je ne sais pas si on peut la lier directement avec la question de l'espace. Voilà, ça répond peut-être pas trop bien à ta question. Non, mais ça c'est très bien. Je vais quand même au moins te demander, enfin, c'est pas directement une question, mais c'est plus une remarque sur un jeu. Je me demandais si tu avais étudié What Remains of Edith Finch. Ouais, puisqu'il y a un rapport justement entre la marche et la maison. Et je me demandais si enfin, voilà, tu avais étudié le jeu, le rapport entre l'espace et cette maison qu'on habite en fait complètement. Oui, je trouve que ce jeu est très très intéressant. Il y a beaucoup de potentiel à l'étudier dans ce lien en rapport avec la marche et même avec la question de la maison, parce que c'est une maison très particulière avec cet assemblage de pièces qui correspondent chacun à une personnalité de la famille. Et donc cette déambulation dans la maison qui est aussi une déambulation dans la vie de personnes, peut-être même dans une forme d'arbre généalogique, est assez intéressante. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et aussi, ce que je peux dire rapidement, c'est que finalement, il y a très peu il y a peu de jeux qui se concentrent comme ça sur une déambulation dans une maison. Donc, il y a Gone Home aussi, mais j'en connais pas
énormément d'autres. Et donc, c'est assez intéressant cette mise en avant de la domesticité. Il y avait notamment un article, j'ai actuellement oublié son nom, mais qui parlait de la question de la domesticité pour s'opposer à cette déambulation donc, dans les grands espaces, qui est une potentialité presque queer en fait, de retourner à cette intériorité d'espace par rapport à la figure de l'explorateur et du conquérant du territoire. Voilà. Très bien, très bien. Je vais peut-être relayer la question d'Esteban qui est écrit dans le chat. Marcher à la première personne est différent de marcher à la troisième personne. Est-ce que tu prends en compte la question des corps et comment la mouvance des corps avatars agence une expérience différente au sein des jeux de ton corpus? Alors, il dit évidemment, c'est une question ouverte, ça semble fermé, mais il faut l'interpréter comme une question ouverte. C'est dans le chat, hein, je peux la répéter si tu veux. Oui, je l'ai lu en même temps que, Ok, parfait. que tu l'as dit. C'est une question que je me pose parce que je ne sais pas s'il y a une si grande différence que ça, en fait, dans la marche à la première personne et à la troisième personne. C'est pour ça que je parlais de l'ancrage intradiégétique de Julie Delbouille. Après, elle va faire effectivement, elle fait ensuite une différenciation entre l'ancrage intra-avatarial et extra-avatarial. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à savoir s'il y a véritablement une grande différence entre ces deux vues sur l'espace. Peut-être effectivement la question des corps, peut-être par rapport effectivement à la question du corps, on peut arriver à comprendre une différence. Ça reste à explorer. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Mais en tout cas, c'est une question très intéressante. On peut te remercier. Merci beaucoup.